Bonjour et bienvenue à la vie municipale. Cette semaine à l'émission, je reçois l'ancien maire de Sainte-Anne-de-Beaupré, M. Jean-Luc Fortin. Bonjour, M. Fortin. M. Blondeau, c'est un plaisir. Vous avez été maire durant quelle période à Sainte-Anne-de-Beaupré? De 2005 à 2017. Ça représente 3 mandats, Trois ça. mandats complets, oui. Donc, premier mandat, sûrement, c'est de se faire un peu la main à tout ce qui touche. Est-ce que vous aviez déjà été conseiller municipal avant ça? Non, j'avais d'expérience un peu au niveau de travailler en équipe, parce que j'ai été impliqué syndicalement, puis dans plusieurs programmes où on a des conseils d'administration, qui est un peu la même façon de travailler qu'un conseil municipal. Mais après, quand j'étais à l'orée de ma retraite, j'ai décidé de me présenter en politique municipale. Je me suis monté une équipe et la population nous a fait confiance pour 3 mandats. Et quand on parle justement d'équipe, est-ce que vous avez été capable d'avoir sensiblement la même équipe pendant ces 3 mandats? Pendant 2 mandats, on a eu la même équipe et pour le 3e mandat, il y a 2 personnes qui ont décidé de se retirer de la vie municipale, qui ont été remplacées par 2 autres personnes qui faisaient partie aussi de mon équipe. Donc, habituellement, les gens qui rentraient en poste avec vous, c'était votre équipe au complet qui était directement sur place pour être conseiller à Sainte-Anne-de-Beaupré. Effectivement. Si on regarde donc les moments forts de ces mandats-là, ce que je retiens entre autres dans ce que j'ai vu par rapport à l'information qu'il y avait sur vous, c'est le dossier de l'eau potable. Je pense que c'est un dossier qui vous a tenu à cœur. Ça a commencé quand pour vous à penser à regarder cet important dossier pour la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré? Si j'étais le premier, je me disais que je suis le premier, je m'en tirais. C'est commencé plusieurs années avant. Mme Chevalier, qui m'avait précédé, a travaillé ce dossier-là. Je crois même que M. Boisvert y avait touché un peu. C'est un dossier qui a traversé plusieurs mandats à la mairie à Sainte-Anne. Et nous, ça a traversé nos 3 mandats, qui est venu à la conclusion avec le dernier mandat qu'on a fait au niveau de décider de quel endroit, l'origine de l'eau potable, ainsi que son financement. Et le conseil municipal qui nous a suivis a fait la réalisation, ce qui n'est pas non plus à prendre à la légère parce que c'était un travail de surveillance très raffiné. Donc, c'est ça. Donc là, vous avez maintenant, entre autres, c'était avec vous, comme vous dites, vous avez déterminé où allait être situé et où allait prendre l'eau, j'ai bien compris? Oui, il y avait toujours, pas un litige, mais des discussions à savoir si l'origine de l'eau viendrait de la ville voisine ou si on serait autonome avec notre propre usine de traitement d'eau potable. Et à la fin, la décision a été prise que ce serait notre propre usine et ça permettait aussi de relier plusieurs maisons, entre autres de la Côte-Sainte-Anne, aux eaux usées, puis de leur donner l'eau potable. C'était la meilleure solution qui a été retenue. Ça n'a pas été aussi facile sûrement pour vous. Là. Il y a eu quand même de bonnes discussions. Je pense autant que le ministère aussi, de ce que j'ai compris également. Oui, tous les dossiers sont difficiles. Tous les dossiers sont difficiles. Celui-là était particulièrement difficile parce qu'il y avait plusieurs intérêts en jeu. Ça fait que... Mais... vous en êtes tiré, comme on pourrait dire. On s'en est bien tiré, oui. Donc, une fois que l'eau potable s'était réglée, comme vous dites maintenant, les gens ont accès à l'eau potable venant de l'usine de Sainte-Anne-de-Beaupré, de l'eau potable à Sainte-Anne-de-Beaupré. Il y a eu aussi le dossier du quai, qui était bien... On a vu son éclosion l'an passé, là, final, mais ça avait commencé, je pense, avec vous. Il y avait déjà des pourparlers, même des sommes d'avancée, si j'ai bien compris, pour le quai. Oui, puis dans le temps, il y a aussi le CLD qu'il ne faut pas oublier, qui a été un des agents qui nous a aidé beaucoup, le Centre local de développement, qui a changé de nom maintenant, Développement Côte-de-Beaupré, je crois maintenant, qui, avec Bernard Paré, David Dorion, il ne faut pas oublier, c'est toujours un travail d'équipe. Et M. Christophe Robinet, qui a été président du conseil d'administration pendant longtemps, a fait avancer ce dossier-là. Et c'est toujours une question d'opportunité. Quand il y a une opportunité pour du financement, Sainte-Anne-de-Beaupré ne pouvant pas soutenir un projet d'une telle envergure, il y a eu des subventions qui ont été faites via la capitale nationale, le ministère des Touristes, et ça a donné l'éclosion du dossier. C'est très content de voir ça. Oui, parce que ça fait plusieurs années que le projet est en marche et que les gens espéraient. Donc, vous devez être content de voir arriver la lumière au bout du tunnel et de dire, bon, bien, enfin, on va avoir une conclusion. Puis je pense que vous êtes sûrement content du résultat que ça a donné.
À plusieurs reprises cet été, j'ai pris la navette aussi. C'est assez merveilleux. Je me souviens même des discussions qu'on avait avec AML du temps que j'étais maire pour proposer différents projets de navette. Et ça, c'en est un qui était proposé. Et c'est tout à fait merveilleux pour la région, pour les touristes qui viennent ici et ceux qui sont à Québec et peuvent venir visiter la région en vélo. Le service qui est donné est tout à fait excellent. C'est très agréable de prendre la navette. Donc, une belle conclusion aussi de ce côté-là au niveau du quai. Une très belle conclusion, mais ça s'est terminé par l'équipe qui nous a succédé. Il faut toujours penser... Comme vous dites, il y a un moment pour le faire, par la suite, mais c'est le côté réalisation selon où vous êtes rendu au niveau des mandats. Effectivement, il faut apprécier les personnes qui nous suivent puis qui ont continué les dossiers. Aussi un dossier qui a été, pendant vos mandats, la résidence Sainte-Anne, où on avait l'ancien poste de la SQ tout près de la rue Royale. Donc, ça, c'est avec vous que ça a été lancé. Est-ce que ça a été construit pendant cette période-là aussi? Ça, ce n'est un qui s'est fait seulement qu'à l'intérieur de nos mandats, effectivement, la résidence Sainte-Anne-de-Beaupré. C'était un besoin qui était criant à Sainte-Anne-de-Beaupré et dans la région d'avoir une résidence pour personnes âgées accessible à tous les budgets. Il y en a dans le privé, mais ce n'est pas accessible à tous les budgets. Et les discussions avec le ministère à ce moment-là ne nous donnaient pas, selon les normes qu'ils avaient établies, la possibilité de construire un 30 logements. Par contre, il y avait une ministre des Affaires municipales qui était, très éveillée sur ces problèmes-là. C'était Mme Normando, qui a donné l'aval pour construire un 30 logements à Sainte-Anne-de-Beaupré. Et j'en étais, moi et mon équipe, nous en étions extrêmement fiers. Parce que, comme vous dites, il y avait un besoin. Les gens, peut-être moins bien nantis, avaient peut-être un peu de difficulté à se trouver un logement quand ils voulaient s'en aller en résidence. C'est bien ça? Effectivement, il n'y avait pas de disponibilité pour des logements avec service de repas. Et pour avoir quelque chose de rentable, il faut que ce soit plus de 20 logements. Et donc, on a réussi à avoir un 30 logements qui s'est construit, qui respecte, qui est à peu près toujours plein d'après ce que je sais. Et ça remplit un besoin dans le milieu. Vous me parliez tantôt aussi, un des éléments importants, c'était la reprise de services qui était fait par sûrement des contracteurs, des services, entre autres, vous parliez du déneigement. Quels sont les services que vous avez été capable de ramener à la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré? Au moment où nous sommes arrivés en poste, il y avait besoin, effectivement, il y avait des choix à faire. Il y avait le besoin de construire un nouveau garage municipal parce que, si vous vous souvenez, c'était notre vieil Hercule qui était à l'endroit où est le garage municipal présentement. Notre poste de pompier était au centre-ville et pendant les grosses manifestations pour la fête Sainte-Anne, c'était presque impossible de sortir le camion pour aller de façon urgente sur des feux. Ça fait qu'il fallait essayer d'organiser ça un peu mieux. Puis encore là, on a eu la collaboration du ministère des Affaires municipales qui nous a aidés. Mme Normando avait une oreille très ouverte pour Sainte-Anne-de-Beaupré et on a réussi à avoir les subventions nécessaires pour construire ce garage-là. Après, il fallait l'équiper. On a travaillé avec notre équipe de pompiers, M. René Morel, qui était le chef à ce moment-là. On a monté une équipe de pompiers qui sont encore extrêmement efficaces parce qu'il y a des règles au niveau de la sécurité incendie. Là, c'était, si ma mémoire est bonne, dans le temps, c'était 5-5. C'était 5 minutes de mobilisation puis 5 minutes pour se rendre au feu. Puis il fallait respecter ces normes de sécurité-là. Ça devait être difficile sur la rue Royale à ce moment-là. C'était difficile et les pompiers ils ont tellement mon respect, ils le savaient aussi d'ailleurs, de quitter leur travail à la course pour s'en venir lorsqu'il y a un appel. Majoritairement, c'est des appels qui sont un peu... qui ne nécessitent pas une si grosse intervention, mais on ne sait jamais. Non, c'est ça. Il n'y a pas d'appel inutile, je crois, là-dedans. C'est ça? Effectivement. C'est comme les ambulances. On ne sait jamais quand est-ce que le feu va être pris, puis il va être éclaté et les gens vont être en danger. Fait qu'il faut avoir un service efficace. Et c'est ce qu'on a à Sainte-Anne-de-Beaupré.
Puis il y avait un service de voirie aussi qu'il fallait remonter. Les gens étaient près de la retraite et on devait renouveler le contrat de déneigement. Il y avait eu des hivers difficiles, les prix montaient, donc on avait le choix à faire. Est-ce qu'on s'équipe nous autres mêmes ou si on va encore avec des sous-contractants? Et les calculs qu'on a faits avec notre directeur des travaux publics, notre directeur général à ce moment-là aussi, M. Drolet et M. Paradis, démontraient que c'était rentable de s'équiper nous autres mêmes et d'engager les employés nécessaires, ce qu'on a fait et on est bien content du résultat. Donc, je comprends aussi, autant caserne que le garage municipal, c'était sous votre mandat, que le tout était construit. Là, oui. Le garage derrière, la rue, le boulevard Sainte-Anne et la caserne sur le boulevard Sainte-Anne. Effectivement, mais quand vous dites « vous » là, c'est... Bien, je parle de toute l'équipe, autant d'employés que de conseillers avec lesquels je travaillais. On travaillait toujours en consensus, il y avait des discussions, on avait des employés qui étaient responsables et qui étaient dédiés aussi à la municipalité. Très important. Vous parlez tantôt de Mme Normando. Est-ce que vous pensez qu'étant elle-même ancienne mairesse, elle avait cette écoute-là pour les municipalités qui étaient en dehors des grands centres comme Québec et Montréal? C'est exactement ce que je crois aussi. Mme Normando a été à l'écoute, elle était sensible aux dynamiques qui étaient dans des petits milieux et elle a été très aidante pour notre municipalité. Et après, on a eu Mme Marois comme députée, ça fait que ça n'était pas pour nous nuire non plus. Quand tu as la première ministre dans ton comté qui est sensible aussi à la dynamique, c'est toujours plus facile d'ouvrir certaines portes. Monsieur Fortin, on va prendre une courte pause et on revient tout de suite après. Alors, on est de retour avec M. Fortin pour la suite de cet entretien sur votre carrière en politique municipale. Un des éléments qui est toujours intéressant de voir, c'est les liens que vous avez créés avec les autres maires. Entre autres, vous avez été préfet de la MRC, je pense, pour 2 ans. Pour 2 ans, effectivement. Quels ont été les dossiers que vous avez eu à toucher durant le temps que vous étiez préfet à la MRC de la Côte-de-Beaupré? MRC, dans le cas de Beaupré, c'était le temps où on travaillait pour les éoliennes, le parc éolien qui était fait ici sur la côte de Beaupré et qui est un élément extrêmement rentable présentement pour la MRC parce qu'elle a des redevances au niveau de la production d'électricité, ce qui lui permet d'aider les différents projets qui vous voyez naître sur la côte. Et le quai en est un de ces projets-là qui a été aidé. Puis il y a d'autres projets qui peuvent naître dû à cet argent-là qui était imprévu. C'est un beau projet qui s'est réalisé et je me souviens d'avoir joué dans des chiffres qui étaient hors de mon domaine personnel. Quand on va pour emprunter 50 millions à Montréal, c'est assez impressionnant, c'est assez intimidant, mais ça vous donne une expérience de plus. Et en plus, on s'est réalisé aussi pendant ce temps-là une partie du barrage électrique sur la rivière Sainte-Anne, près de la chute Sainte-Anne, barrage souterrain qui donne des redevances autant à la côte de Beaupré qu'à la municipalité de Saint-Joachim. Je sais que Marc Dubois, qui était maire à ce moment-là, en avait fait un enjeu important et c'est un dossier qu'il a très bien travaillé. On travaillait en collégialité à ce moment-là. Et comme vous voyez ensuite, vous voyez sûrement d'un bon œil l'arrivée de d'autres projets du genre dans le secteur qu'on annonce, qui ne sont pas encore complètement, mais sûrement que c'est intéressant de voir qu'il reste autre chose, il y a d'autres possibilités aussi au niveau éolien. Vous avez absolument raison. C'est très bon pour le milieu, très bon pour la MRC. Ça va donner de l'argent de disponible qui ne vient pas des taxes, qui vient seulement de redevances en électricité et en vente d'électricité. On peut dire de nouvel argent qui arrive dans le secteur aussi. Oui, c'est de l'argent neuf qui arrive. Maintenant, je vais prendre un peu de temps parce que vous avez aussi une carrière très intéressante au niveau de l'éducation. Oui. Vous avez été professeur à l'école secondaire Mont-Sainte-Anne.
Est-ce que ça a été votre premier emploi à l'École secondaire Mont-Saint-Anne ou vous avez été éducateur à d'autres endroits, professeur? J'ai eu le plaisir d'enseigner pendant 35 ans à l'École secondaire Mont-Saint-Anne. Et c'est le seul endroit où j'ai enseigné. Ah oui? Oui, oui. Et ça, l'école, est-ce qu'elle existait déjà ou il y avait, je sais qu'il y a eu de fusion de certaines écoles de rang pour amener le secondaire. Vous avez été dans les premières années de l'école secondaire? Oui, l'école secondaire a ouvert en 1972 et j'ai été engagé au mois d'octobre 1972. Puis j'ai terminé en 2007, donc j'ai fait 35 ans à l'école secondaire du Mont-Saint-Anne. J'ai été chanceux, il y avait une belle opportunité et j'ai commencé là sous Jean-Marc Fournier, qui était le premier directeur de l'école secondaire, et Mme Chevalier était directrice adjointe, si ma mémoire est bonne, et avec Louis-Jacques Nicole. C'était la direction à ce moment-là de l'école secondaire. Et je rencontrais M. Fournier avant son décès. C'était toujours le même homme, aussi jovial, aussi qui aimait la vie. Et quelle matière vous enseignez, M. Fortin? J'avais un bac en français et un diplôme en orthopédagogie. Des 10-15 premières années de ma carrière, j'ai enseigné avec des élèves en difficulté d'apprentissage. Mais parfois, je me dis que c'est des profs qui ont certaines difficultés à connaître bien ces élèves-là. Et après, j'ai enseigné en français au deuxième cycle pour terminer, je crois, les 10 dernières années au secondaire 5. Si vous partez du début, on remonte en 72, comme vous dites, jusqu'à la fin de votre carrière, quels sont les éléments que vous avez trouvés qui ont changé face justement à tout ce système d'enseignement-là, à l'école secondaire, mais aussi en général là, au Québec, on pourrait dire, même sur la côte aussi? Les modalités externes changent, mais à l'intérieur, je ne crois pas que ça change vraiment. Qu'est-ce que vous voulez dire? Un jeune, c'est un jeune. C'est pas parce qu'il y a des nouvelles modalités à l'extérieur, parce que j'ai changé de programme de français 4-5 fois. Mais l'enseignement demeure toujours la même chose, c'est de communiquer avec des jeunes, c'est l'art de la communication, c'est de les apprécier, de les respecter, c'est ça l'enseignement. Parce que c'est pas évident, on sait toujours que le passage au secondaire, pas toujours facile, il y a une question beaucoup de discipline, donc c'est des éléments lesquels vous aviez de la facilité à contrôler tout ça? C'est pas une chose qui m'a causé problème, vraiment. Et en travers tout ça, donc pendant ces 35 ans-là, est-ce que vous avez été aussi dans la partie un peu parascolaire, des fois, pour aider soit activités socioculturelles, sportives? Comment ça se passait de ce côté-là pour vous? À ce moment-là, les profs étaient impliqués différemment. J'étais impliqué effectivement je me souviens même d'un championnat national de cross-country qui avait eu lieu ici à l'école secondaire Mont-Saint-Anne. On avait des équipes extrêmement puissantes à ce moment-là en course. Il y en a encore, je crois, qu'il y a d'autres professeurs qui... Mais les sports ont changé aujourd'hui, la dynamique a changé. J'ai été impliqué aussi au niveau syndical pour négocier des conventions collectives des enseignants. Toutes ces choses-là, c'est tout le temps une évolution qui répond à des nouvelles demandes du milieu. On a instauré des programmes de hockey-études, des programmes de ski-études. Si j'avais enseigné plus longtemps, j'aurais aimé aussi entrer art-études, mais je crois que maintenant c'est installé. Il faut rendre l'école aussi attrayante pour les jeunes parce qu'on a beaucoup de compétitions avec les médias sociaux, avec beaucoup de choses. Fait qu'il faut s'adapter aussi. L'école doit s'adapter. Mais c'est plus à moi d'en juger. Là, ça fait plus de 15 ans que j'ai pris ma retraite. Mais comme vous dites, c'était quelque chose... Il y avait... vous aviez, en plus de votre travail d'enseignant, un bon travail au niveau parallèle pour aider les jeunes dans d'autres moments que l'école à ce moment-là. Oui, c'est ce qu'il faut faire, je crois. Là. On n'est pas seulement qu'un cours, on est en relation avec les jeunes. À travers tout ça, si on retire, on a vu la partie politique, on a vu la partie où vous avez été enseignant. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous impliquer dans d'autres organismes sur la côte de Beaupré? Les organismes dans lesquels je me suis impliqué sont soit politiques, soit sportifs. Je m'occupais d'une ligue de hockey pendant plusieurs années. Ça fait qu'on avait des moments très agréables avec des amis.
Au niveau politique aussi, j'ai été impliqué lors des derniers référendums. J'étais et je suis encore très amoureux du Québec. Je trouve qu'on est une nation différente et j'espère qu'un jour on pourra l'exprimer pleinement. J'ai été très impliqué, j'aimais beaucoup ça. Est-ce que vous continuez, comme vous dites, à suivre cette politique-là, autant municipale que provinciale, tant fédérale? Beaucoup moins au municipal parce que je ne veux pas jouer le rôle de belle-mère. De belle-mère, comme on dit, oui. Du tout. Puis j'ai trop de respect pour les personnes qui osent s'impliquer là-dedans pour essayer d'aller critiquer a posteriori. J'ai fait 12 ans, j'ai fait de mon mieux. Les personnes qui me suivent font de leur mieux, c'est ce que j'imagine. Je me suis créé un réseau d'amis à travers la politique. Puis je me suis créé un niveau d'amis à travers mes autres implications. Maintenant, j'essaie d'entretenir mes amis, mes amitiés. Oui. J'essaie d'entretenir ma famille aussi. J'ai des enfants, des petits-enfants. Fait que c'est ça qu'on essaie de garder tant que la santé nous est gardée. C'est ça. Bien, je voulais vous poser une question sur votre santé parce que si on remonte à une certaine époque, après votre 3e mandat, c'est un peu la santé qui vous a un peu retiré, parce que vous avez encore l'intention de continuer en politique si la santé avait été là? Si la santé avait été là, probablement que j'aurais demandé à la population de me donner un 4e mandat avec mon équipe. Mais la vie nous présente de ces rendez-vous. C'est mieux que je n'ai pas fait ce 4e mandat. J'ai l'impression qu'on a fait 3 beaux mandats, puis j'aurais peut-être fait le mandat de trop, comme on dit souvent en politique. Ça fait que j'ai été effectivement malade, j'ai été frappé par la maladie qui m'a amené dans un état tout près de la mort. Là. Ça fait que, oui, c'est un cancer des lymphomes. Et là, vous vous êtes relevé, là, si je comprends bien. Oui. Et là, la santé va bien, puis ça se passe bien de votre côté. Présentement, ça va bien. Je suis suivi toujours à tous les 6 mois par l'hémato-oncologie. Comme le médecin dit, il est indolent, il s'est endormi, il peut ne jamais se réveiller, comme il peut se réveiller à tout temps, mais il ne faut pas vivre avec la peur. Non, c'est ça. Vous allez vers l'avant. Il faut seulement vivre. C'est ça, puis j'en profite pleinement. À tous les jours, je suis heureux, je demeure ici au monastère, pas loin, c'est des logements parfaits. J'apprécie la vie présentement. Vous en avez glissé un mot tout à l'heure, donc à la retraite présentement, vous vous occupez de votre famille, vous occupez de vos petits-enfants, vos enfants. Est-ce qu'il y a d'autres occupations que vous faites? Est-ce que vous faites un peu de marche? Comment vous passez vos journées? Oui, je m'entretiens pas mal au niveau de la condition physique. J'essaie de... Et avant, j'étais heureux quand je courais un 10 km. Maintenant, je suis heureux quand j'en marche 5-6. C'est ça. Là, c'est là. Comme hier, je suis allé marcher encore, c'est tellement beau. Ici, sur la côte ou derrière, à la piste que M. Gendreau offre généreusement à la population. C'est entretenu, va marcher 5-6 km dans le bois. C'est merveilleux. On a un coin, une région qui est à apprécier beaucoup. Si je remonte un peu, parce que dans les années en 2017 déjà, les réseaux sociaux étaient arrivés, tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui vous affectait ou vous disiez, bien, on laisse le côté, puis on fonce, puis on laisse tomber un peu les mauvais commentaires que les gens peuvent avoir sur les médias sociaux? Ça ne m'affectait pas du tout. Je trouve assez qu'on donne trop d'importance aux médias sociaux. Moi, j'avais comme habitude que la secrétaire administrative répondait quand il y avait qui critiquaient sur Facebook ou d'autres réseaux comme ça. Tu as juste à leur dire qu'il y a une réunion du conseil le premier lundi de chaque mois. S'ils veulent bien se présenter, ça va me faire plaisir de répondre à leurs questions. C'est la seule réponse. Moi, là, je ne sais pas c'est qui est sur les réseaux sociaux, là. Tu sais, j'accorde pas d'importance. Donc, comme vous dites, les gens venaient sur place et c'est là que
Ils prenaient du temps pour se déplacer, donc vous avez respecté ces gens-là. Écoutez qu'est-ce qu'il y avait à vous dire par rapport à certaines politiques. Ah, finalement, c'était... Ils venaient pas. Voyons donc. Il n'y avait pas grand Ces monde qui réseaux venait. sociaux, quand il y a des personnes qui ont des choses intelligentes à dire, tu les écoutes, tu réponds, ils peuvent avoir raison, leurs suggestions peuvent être positives, tu les prends, puis tu agis en fonction. Mais ces réseaux sociaux, c'est n'importe qui. Ça fait qu'on leur donne, à mon avis, puis ça c'est rien que mon avis, beaucoup trop d'importance. Que les personnes se déplacent, qu'ils aillent aux réunions du conseil, qu'ils amènent des suggestions créatives et positives, puis le conseil va être là pour les écouter. On n'est pas là pour faire à l'encontre de quelque chose d'intelligent et de positif. Tu es là pour aider la population. Donc là, c'est important de ce côté-là. Si j'avais une question, peut-être dans les dernières questions que j'ai pour vous, une personne, un jeune, ou même quelqu'un un petit peu moins jeune, mais qui souhaite se lancer en politique, qui n'a pas touché à ça du tout, qu'est-ce que vous leur conseillez à ce moment-là? D'aller, s'il veut se lancer en politique, dépendant à quel niveau, au niveau municipal, qu'il aille aux réunions du conseil, qu'il s'informe, qu'il prenne l'expérience du fonctionnement et qu'il lise aussi sur des responsabilités municipales. Vous savez, l'eau potable, la sécurité publique, les eaux usées, il y a différentes il y en a de plus en plus, on dirait, il y a plein de contrôles, pas de contrôle nécessairement que je voulais dire, mais il y a certaines tâches qui étaient au provincial qui sont de plus en plus tournées vers le municipal. Donc, le municipal prend de plus en plus de place aussi. Oui, c'est souvent ça. Vous savez, il y a 3 ordres de gouvernement. Le gouvernement fédéral n'est pas soumis aux lois des 2 autres gouvernements, du provincial et du municipal. Seulement que vous donnez un exemple. Pour la voie ferrée ici, qui passait, la voie ferrée, c'est de gestion fédérale. Donc, nos lois d'urbanisme ne s'appliquaient pas sur l'emprise de la voie ferrée. Si on demandait de nettoyer, si on voulait les obliger, les règles municipales ne s'appliquent pas sur des règles fédérales. Ça fait qu'il faut s'informer sur son terrain de jeu dans lequel on peut jouer. Parce qu'on peut rester surpris et dire, bien, je m'en vais en politique pour pouvoir, comme vous dites, régler un cas, par exemple, pour la voie ferrée mal entretenue, puis que finalement, la personne aurait été là sur place. Il faut s'informer avant. J'étais assez informé, par exemple. J'avais eu le respect de la fonction, de lire. Je connaissais un peu des fonctions au niveau municipal, mais un premier mandat, souvent, ça sert seulement à apprendre la fonction. Il n'y a pas de cours de maire 101. Non, c'est ça. Et par la suite, les autres mandats là, sont là pour pouvoir amener les idées que vous aviez en tête et les exposer à la population. Oui, puis de les réaliser, parce que la politique, c'est beaucoup l'art de se faire des amis, de créer des liens, d'avoir des amis qui vont vous aider à ouvrir certaines portes. J'avais le privilège d'être ami avec M. Labaume, qui était un maire qui avait beaucoup d'envergure, disons-le comme ça. Puis Mme Normando a été très à l'écoute. Et après, j'ai eu Mme Marois. C'est l'art de se faire des amis. C'est comme ça. Parce qu'il y a à peu près 1200 municipalités dans la province. Ça fait qu'ils ont à peu près toutes les villes, les municipalités ont des dossiers semblables. Ils veulent être bien protégés. Être capable de le mettre sur le dessus de la pile. Qu'est-ce qui fait qu'il va monter plus vite dans la pile? C'est souvent qui tu connais. Et les contacts, comme vous dites. C'est ça, qui tu connais. Puis aussi sûrement un dynamisme pour les amener jusqu'au bout. Oui, il y a de ça aussi, mais je ne veux pas t'en faire une question personnelle. Ah, mais comme puis avec l'équipe et tout ça. Avec l'équipe, c'est ça. Avoir une bonne équipe, des bonnes connaissances et jamais lâcher. Jamais lâcher. C'est toujours... Mais c'est passionnant, la politique. Monsieur Fortin, c'était très agréable de vous rencontrer. On en a pris davantage sur vos 3 mandats. Puis prenez le temps de faire une belle retraite, continuer à marcher, comme vous dites, pour vous maintenir en forme. Bien content de vous avoir rencontré. Merci beaucoup, M. Blondeau. C'est un plaisir pour moi. Alors, c'est tout pour la vie municipale. On se revoit bientôt. Ah, puis pour mes forces puis mes faiblesses. J'ai pas de bleu d'en face, mais
50 violences psychologiques. Ça compte? Depuis que mes parents ont divorcé, ça fait 3 fois que je lâche l'école. J'ai de la misère à manger. Tout coûte tellement cher. J'ai vraiment besoin qu'on me choisisse. On va vous rappeler. Parce que choisir une cause, c'est en laisser tellement d'autres derrière. Centraide, aide, 215 organismes.